Avant de rentrer en discussion avec la Formula One Management, j'ai voulu m'assurer il y a quelques mois auprès du président Macron que la France avait toujours envie d'accueillir un Grand Prix. Celui-ci nous a clairement répondu par la positive. J'ai donc rencontré Stefano Domenicali tout en sachant que j'avais derrière moi le soutien du président et celui du gouvernement. Vous l'aurez compris, le président de la région PACA, Christian Estrosi, s'est voulu optimiste au sortir d'une réunion à Monaco avec le PDG de la F1 en mai dernier. Pourtant, la question persiste. L'année 2022 sera-t-elle la dernière à accueillir un Grand Prix de France en Formule 1 ? La question est déprimante, la question n'est pas vite répondue, mais la question est légitime, à l'heure où le Castellet arrive en fin de contrat avec l'entreprise qui gère la F1. Dans F1 à la loupe, on va donc tenter de comprendre les défis auxquels notre Grand Prix national fait face pour déterminer si oui ou non, la France a une chance de conserver à terme une date au calendrier. Et surtout, dans quelles conditions ? Avant de lancer le générique, je me permets de vous lancer un petit appel à l'abonnement et à l'activation de la cloche. J'ai vraiment besoin de votre aide pour continuer cette aventure, et vous n'avez pas idée de l'impact positif que ce simple petit geste peut avoir sur l'avenir de ma petite chaîne. Alors un grand merci pour votre soutien. Pour répondre à cette question, voyons d'abord le contexte contraignant dans lequel évolue le Grand Prix de France actuellement. En fait, il faut bien comprendre que la Formule 1 est prise dans un étau. D'un côté, en tant que marque gérée par Liberty Media, elle aspire, comme n'importe quelle autre entreprise, à générer des profits, à s'assurer une croissance et donc à grossir, comme un ballon de baudruche. Pour ce faire, la Formule 1 puise ses revenus de plusieurs sources principales, parmi lesquelles on trouve les frais exigés aux propriétaires de circuits qui souhaitent organiser un Grand Prix. Pour augmenter ses revenus, la Formule 1 a pris le parti de conquérir de nouveaux marchés plus juteux et surtout d'augmenter le nombre de courses présentes au calendrier chaque année. Et de l'autre côté de l'étau, le problème est le suivant. Ce calendrier est sur le point d'atteindre un plafond de verre, à savoir 25 courses. Au-delà, les contraintes logistiques, humaines et économiques pour des équipes en plus sujettes au plafonnement budgétaire seraient trop fortes. Donc voici l'équation à résoudre. Vous avez un nombre limité de Grands Prix par an, mettons 25. Et malgré cela, vous devez assurer la croissance de la Formule 1 d'une année sur l'autre. Vous multipliez donc les Grands Prix est-asiatiques, moyen-orientaux ou américains qui rapportent beaucoup d'argent chaque année, puisque les pays hôtes, qu'ils soient saoudiens, qataris ou singapouriens, sont prêts à payer des sommes colossales, entre 40 et 70 millions d'euros annuels, afin d'organiser un événement qui leur apporte rayonnement international, boost touristique, croissance urbaine ou encore sportwashing. Mais comme le nombre de Grands Prix par an est lui limité, que faites-vous ? Eh bien vous sacrifiez les événements qui génèrent les revenus les plus faibles, entre 18 et 30 millions d'euros annuels, à savoir des Grands Prix européens certes populaires, mais qui ne sont pas enclins à débourser autant de frais pour accueillir le paddock. Et si l'on regarde bien, c'est exactement ce qui s'est produit depuis 2 décennies, où l'on a vu une précarisation, voire pire, une disparition de Grands Prix historiques qui, financièrement, ne peuvent plus suivre le rythme afin d'alimenter le ballon gonflable. Partant de ce constat, la question était de savoir si la crise du Covid, en ayant permis le retour de l'Europe au cœur du calendrier en 2020 pour des raisons de praticité logistique, allait changer de paradigme. De la même manière que bon nombre de pays européens ont remis un temps en question la mondialisation comme horizon économique indépassable, après s'être soudainement rendu compte de leur dépendance envers la Chine pour de simples bouts de tissu, eh bien la F1 a été également mise en face de sa dépendance économique envers certains pays asiatiques qui n'avaient pas hésité à retirer leur événement du calendrier durant la pandémie. On pouvait y voir là l'inflation de la Formule 1 rompue par la crise et paradoxalement la chance de revoir ces circuits européens magnifiques au potentiel de spectacle plus fort, à la popularité locale plus fiable et au modèle économique certes moins prolifique mais plus stable et plus durable. Or, on sait comment ça s'est terminé. La crise Covid existe toujours, mais nous vivons avec le virus. Les événements ont repris, la F1 a explosé en popularité et le déracinement du calendrier a repris de plus belle. Et dans ce contexte, le Grand Prix de France n'a jamais été autant en danger. D'autant que la crise du Covid, justement, n'a fait qu'accentuer les difficultés du Paul Ricard. Après l'annulation de l'édition 2020, l'édition 2021 a dû se plier à la jauge de 15 000 spectateurs sur une capacité maximale de 200 000. Alors évidemment, le Grand Prix de France n'a pas été logé à la pire enseigne de ce point de vue-là, puisqu'il a échappé au huis clos. Toujours est-il que malgré une supposée renégociation du ticket d'entrée avec la FOM l'année dernière, les organisateurs ont perdu de l'argent en ne vendant que 10% des billets. Pour un Grand Prix financé à moitié par la région PACA et qui comptait sur les recettes de la billetterie pour joindre les deux bouts, eh bien la note est plus que salée et n'est certainement pas un argument pour la région PACA en faveur d'un renouvellement. En outre, notre Grand Prix de France est en fin de contrat et est en train de subir ce qu'il y a de pire en Formule 1.
Un mauvais timing. Le Paul Ricard a en effet réintroduit le calendrier depuis juin 2018, sauf qu'entre-temps, la catégorie reine du sport auto a connu une explosion de popularité grâce à Liberty Media. Par conséquent, cette explosion de popularité a entraîné un essor du nombre de candidats souhaitant leur place au calendrier. Or, la loi de l'offre et de la demande fonctionne de telle manière qu'elle fait grimper les droits d'organisation lorsque les candidats se bousculent au portillon de la Formule 1. Ces candidats proposent de surcroît une concurrence féroce, puisque pour des raisons politiques, voire géostratégiques, certains d'entre eux sont prêts à investir massivement pour bénéficier de la publicité mondiale qu'est la Formule 1. Et pendant que la France voit son contrat arriver à terme en fin d'année, eh bien l'Arabie Saoudite, le Qatar, Miami et Las Vegas ont tous intégré le calendrier via des contrats de long terme. Tandis que Bahreïn, Abu Dhabi, l'Australie, l'Espagne ou encore Imola ont tous prolongé leur contrat avec la discipline. Et sachant que le calendrier reste plafonné à 24-25 courses pour les prochaines années, eh bien l'étau se resserre d'autant plus pour le Grand Prix de France. Alors, si l'on se met un instant à la place de Stefano Domenicali ou de Chase Carey, peut-on considérer le Grand Prix de France comme un candidat solide en vue d'une reconduction? Alors comme toujours, on va peser le pour et le contre. Oui, la France a ses chances pour la suite pour plusieurs raisons. La représentation tricolore d'abord n'a jamais autant justifié la nécessité de conserver un Grand Prix en France. Le bijou Isaac Hadjar en F3, le prometteur Théo Pourchaire en F2, les jeunes vainqueurs de Grand Prix Esteban Ocon et Pierre Gasly en F1, l'émergence d'Alpine, la présence des écuries Dams et Art Grand Prix en F2 et F3, et surtout l'omniprésence d'ingénieurs et directeurs d'écuries français toutes catégories confondues sont là pour nous le rappeler, et satisfont des fans tricolores plus investis que jamais. Ensuite, on sait que la F1, qu'elle soit sous l'égide de Bernie Ecclestone ou de Liberty Media, marche au coup de pression dans ses négociations avec les promoteurs de Grand Prix. Ainsi, combien de fois avons-nous cru à la mort annoncée du Grand Prix d'Espagne, du Grand Prix d'Italie ou du Grand Prix de Grande-Bretagne, avant qu'une prolongation de contrat ait finalement lieu? Il s'agit là d'une stratégie de bluff parfaitement exécutée par le bon vieux Bernie et qui consistait à faire pression sur les Grands Prix historiques afin qu'ils participent plus nettement à la croissance de la marque F1. De la même manière, Stefano Domenicali de la FOM a loué publiquement le projet d'un Grand Prix dans les rues de Nice. Mais ce projet est-il seulement viable et surtout, n'existe-t-il pas avant tout pour brandir une menace et obliger le Castellet à faire des concessions financières et à se mettre au parfum marketing de la Formule 1 actuelle en transformant le Grand Prix de France en un Super Bowl grandeur nature? En tout cas, il n'est pas idiot de le penser. Enfin, rappelons que la France n'est pas le seul pays sur la sellette. La Belgique et Monaco, dont les contrats expirent à la fin de l'année, ne sont pas forcément logés à meilleure enseigne et entretiennent des discussions intenses avec la Formula One Management. Et dans ce contexte, il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact que peuvent avoir les hommes d'État passionnés en vue de défendre un projet. Et la France détient à son crédit un féru de sport auto en la personne de Christian Estrosi, qui, quoi qu'on dise de sa politique par ailleurs, fera beaucoup pour conserver son Grand Prix national. Et maintenant qu'on a pesé le pour, pesons le contre. Non, la France n'est pas un candidat solide, et ce, pour plusieurs raisons également. Premièrement, car le promoteur du Grand Prix ne pourra certainement pas payer davantage que les 30 millions d'euros annuels déboursés depuis 2018. Pourquoi? Car largement dépendant des financements publics, le Grand Prix de France sera soumis au bon vouloir de l'État, lui-même soumis au bon vouloir d'instances européennes plus qu'exigeantes en matière de rigueur budgétaire et de contrôle des déficits. Ensuite, car le dit Grand Prix ne s'inscrit pas du tout dans la stratégie marketing de la F1 actuelle, qui tend à rapprocher le sport des villes et de sa jeunesse ultra connectée plutôt qu'à s'en éloigner. Et dans ce cas de figure, difficile de déménager le Paul Ricard. Et c'est en cela où le projet d'un Grand Prix à Nice, non démenti par son maire Christian Estrosi, dit quelque chose sur la direction prise par la Formule 1 ces dernières années. Et enfin, car ce que propose la Formule 1 en France par le biais de ce tracé reste discutable en matière de spectacle audiovisuel. Les courses ennuyeuses de 2018 et 2019, les caractéristiques d'un circuit bien plus adapté pour des tests que pour des courses mémorables, ainsi que les ralentisseurs bleus et rouges qui perdent les téléspectateurs et ne mettent pas en valeur les sponsors, sont d'autres éléments à ne surtout pas mésestimer. Alors cette analyse reprend quelques postulats de deux autres vidéos que j'avais publiées fin 2020 et mi-2021 sur l'avenir de l'Europe et de la France en Formule 1. Mais il me paraissait tout de même intéressant de faire un point d'étape aujourd'hui, car la F1 actuelle évolue à une vitesse incroyable. Peser le pour et le contre concernant le Grand Prix de France permet avant tout de comprendre les qualités, mais également les défauts de cet événement pour la discipline reine du sport automobile telle qu'elle s'affirme aujourd'hui. Mais l'avenir du Grand Prix de France, c'est bel et bien son directeur, Éric Boulier, qui en a esquissé les contours. Aujourd'hui, on peut vous confirmer que Stefano Domenicali a donné un accord de principe en vue d'une prochaine édition. Alors est-ce que ce sera 2023 puis 2025 ou 2024 puis 2026?
c'est ce que nous sommes en train de déterminer, indiquait Boulier en mai dernier. L'alternance donc serait de mise avec un autre circuit, probablement celui de Spa-Francorchamps en Belgique. Mais attention, contrairement à ce qu'on croit, l'alternance n'est aucunement garante de sauvetage. Les défunts Grands Prix d'Allemagne à Hockenheim ou au Nürburgring sont là pour en attester. L'alternance confirme au contraire la précarité grandissante du berceau historique de la Formule 1. Alors par appât du gain et velléité marketing, la Formule 1 emmenée par Liberty Media exploite à fond une logique libérale, forte d'une vague de popularité sans précédent. Mais qu'adviendra-t-il lorsque cette vague s'essoufflera ? Merci d'avoir écouté ce podcast, alors je vous laisse me donner votre avis sur mon analyse et sur l'avenir du Grand Prix de France en commentaire. Et si vous souhaitez creuser la question sur l'envers du décor politique et économique de la F1, eh bien j'ai créé plusieurs vidéos sur le sujet que vous pourrez trouver dans cette playlist. A bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao!